De retour, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'avoir Madame Nihal Chafaï, chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Bonjour Madame Nihal. Madame Nihal, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Oui, bonjour. Les États-Unis viennent de lancer une nouvelle campagne de sanctions contre l'Iran, qualifiée par Donald Trump de Deep Day économique. D'après vous, quel est aujourd'hui l'objectif stratégique de Washington? À mon avis, il faut d'abord dépasser l'expression de guerre économique parce que Washington ne cherche pas simplement à punir l'Iran, il cherche surtout à modifier le calcul stratégique de Téhéran. Et c'est une distinction essentielle. Les États-Unis ciblent évidemment les revenus pétroliers, les circuits financiers, les sociétés intermédiaires et les réseaux qui permettent à l'Iran de continuer à commercer malgré les sanctions. Mais derrière cette campagne, il y a une logique beaucoup plus large. Réduire progressivement la marge de manœuvre stratégique de l'Iran. Pourquoi? Parce que cette marge de manœuvre détermine directement la capacité de Téhéran à financer ses priorités militaires, à maintenir ses réseaux régionaux et surtout à supporter une confrontation prolongée avec Washington. Autrement dit, le véritable objectif n'est pas nécessairement de faire disparaître l'économie iranienne. C'est de rendre la poursuite de la confrontation de plus en plus coûteuse pour Téhéran. Et c'est précisément là qu'il faut mesurer l'efficacité des sanctions. Leur succès ne se mesure pas nécessairement à l'effondrement de l'économie iranienne, mais à leur capacité à modifier le calcul stratégique de Téhéran. Si à un moment donné, les dirigeants iraniens considèrent que le coût économique, financier et énergétique de la confrontation devient supérieur aux bénéfices politiques ou stratégiques qu'ils peuvent en tirer, alors Washington aura obtenu une partie de son objectif. Mais il faut éviter une conclusion trop rapide. Cela ne signifie pas automatiquement que Washington cherche aujourd'hui un changement de régime. L'histoire montre qu'un effondrement économique ne produit pas mécaniquement un changement politique. Au contraire, une pression extérieure excessive peut renforcer le nationalisme et donner davantage d'espace aux courants les plus durs. Donc, si je devais résumer l'objectif américain, je parlerais moins de changement de régime que de changement de comportement. Washington cherche à créer suffisamment de pression pour que Téhéran accepte de négocier à partir d'une position beaucoup moins confortable. Et c'est là que l'expression de D-Day économique prend tout son sens. Les sanctions sont à la fois une arme économique et un instrument destiné à préparer une négociation sous pression. D'après vous, après près de 50 ans de sanctions, l'Iran a développé de nombreux mécanismes de contournement. Donc, les nouvelles sanctions américaines peuvent-elles réellement asphyxier une économie qui après a fonctionné sous pression ou non? Il y a ici une distinction fondamentale. L'Iran a appris à survivre aux sanctions, mais il n'a jamais appris à prospérer sous sanctions. Et cette différence est essentielle pour comprendre la situation actuelle. Depuis plusieurs décennies, Téhéran a développé ce que l'on peut véritablement appeler une architecture économique parallèle de contournement. Il ne s'agit plus seulement de quelques entreprises qui cherchent à échapper aux sanctions. Il existe des sociétés écrans, des intermédiaires, des circuits financiers indirects, des monnaies alternatives, des réseaux maritimes complexes et des partenaires commerciaux capables d'absorber une partie des exportations iraniennes. Avec le temps, le contournement des sanctions n'est donc plus devenu une simple réaction iranienne. Il est devenu une véritable structure économique parallèle. C'est ce qui explique pourquoi il est extrêmement difficile pour Washington de parvenir à une asphyxie totale. Mais cette résilience a un prix. Lorsqu'un pays doit vendre son pétrole à travers plusieurs intermédiaires, accepter des décotes, modifier les itinéraires de transport, contourner les banques internationales ou payer davantage pour assurer ses cargaisons, il continue à commercer, mais il perd une partie de la valeur économique de chaque transaction. Et c'est précisément là que la stratégie américaine devient intéressante. Washington n'a pas nécessairement besoin d'empêcher chaque baril iranien d'arriver sur le marché.
il peut chercher à rendre chaque baril plus difficile, plus risqué et plus coûteux à vendre. Donc, je ne parlerai pas d'une asphyxie immédiate de l'économie iranienne. Je parlerai plutôt d'une érosion cumulative de sa puissance économique. Or, cette érosion devient stratégique lorsqu'elle commence à toucher l'investissement, les finances publiques, le pouvoir d'achat et la capacité de l'État à absorber les crises. La question n'est donc plus simplement l'Iran peut-il contourner les sanctions? Oui, il le peut. Mais la vraie question, c'est combien coûte désormais ce contournement à l'État iranien et combien de temps ce modèle peut-il rester soutenable? Et c'est précisément sur cette durée que Washington cherche aujourd'hui à agir. Washington élargit désormais les sanctions secondaires, aux entreprises et aux pays qui continuent de commercer et commencer avec l'Iran. Cette stratégie, d'après vous, peut-elle être efficace sans provoquer une confrontation économique avec les partenaires de Téhéran? En réalité, les sanctions secondaires changent complètement la nature du rapport de force. Parce que Washington ne cherche plus seulement à isoler l'Iran. Il cherche à contrôler l'environnement économique dans lequel l'Iran peut encore respirer. Et c'est là que cette stratégie devient particulièrement puissante. Une entreprise étrangère qui transporte du pétrole iranien, assure des navires ou facilite une transaction doit désormais arbitrer entre ses relations avec Téhéran et son accès au marché américain, et au système financier international dominé par le dollar. Pour beaucoup d'entreprises, le calcul est relativement simple. Mais plus on monte vers les grandes puissances économiques, plus le calcul devient complexe. Et c'est précisément ici que le dossier iranien dépasse le cadre iranien. Si Washington commence à sanctionner systématiquement des entreprises appartenant à de grandes puissances comme la Chine ou la Russie, la question ne sera plus seulement comment isoler l'Iran. Elle deviendra jusqu'où les États-Unis peuvent-ils imposer leurs propres règles commerciales au reste du système international. Et il y a ici un véritable paradoxe. À court terme, les sanctions secondaires peuvent être extrêmement efficaces parce qu'elles rendent le contournement plus difficile. Mais à long terme, elles peuvent encourager certains États à développer leur propre circuit financier, leurs propres mécanismes de paiement et leurs propres réseaux commerciaux afin de réduire leur dépendance au système américain. La sanction peut donc affaiblir l'Iran à court terme tout en accélérant à plus long terme la fragmentation du système économique international. C'est pourquoi Washington doit trouver un équilibre très délicat. Et il faut tenir une pression suffisamment forte pour modifier le comportement iranien, mais éviter de transformer progressivement chaque partenaire économique de Téhéran en adversaire stratégique. Et cette limite devient particulièrement visible lorsqu'on parle de la Chine. Donc on peut dire que la Chine, c'est un principal acheteur du pétrole iranien. Est-ce qu'on peut dire que Pékin affirme vouloir défendre ses intérêts et rejette les sanctions américaines? On peut dire aussi, la question ici, ça sera jusqu'à où la Chine est-elle prête à aller pour soutenir ses relations avec Téhéran? Oui, vraiment, la Chine est aujourd'hui la pièce qui empêche Washington de transformer la pression maximale en isolement total de l'Iran. Et je pense qu'il faut regarder la position chinoise avec beaucoup de pragmatisme. Pékin n'a pas besoin de soutenir l'Iran de manière illimitée pour modifier profondément l'efficacité de la stratégie américaine. Il lui suffit de maintenir un débouché suffisamment important pour le pétrole iranien, de préserver certains circuits commerciaux et de permettre à Téhéran de continuer à générer des revenus. Bien sûr, il y a l'intérêt énergétique chinois, mais l'enjeu ici est beaucoup plus large. En réalité, le dossier iranien est aussi un test des limites de la puissance économique américaine face à la montée en puissance chinoise. La Chine défend également un principe de souveraineté économique. Elle ne veut pas que Washington puisse décider unilatéralement avec quel pays les entreprises chinoises ont le droit de commercer. Et c'est pour cela que Pékin peut aller assez loin dans le maintien de ses relations avec Téhéran. Mais il y a une limite. Je ne pense pas que la Chine cherche une confrontation directe
avec les États-Unis à cause de l'Iran. La stratégie chinoise sera probablement une stratégie de résistance calibrée et continuer à acheter, préserver les relations commerciales, utiliser lorsque cela est nécessaire des mécanismes qui réduisent l'exposition aux sanctions américaines, mais éviter de transformer le dossier iranien en confrontation directe sino-américaine. Oui. Et cela crée un véritable dilemme pour Washington. S'il sanctionne trop durement les entreprises chinoises, il risque d'ouvrir un front supplémentaire avec Pékin. S'il reste trop prudent, une partie importante des revenus iraniens continuera à circuler. Et la Chine n'est donc pas simplement un acheteur de pétrole iranien, elle est devenue un facteur déterminant de l'efficacité géopolitique de la stratégie américaine. Et plus largement, le dossier iranien devient un test de la capacité des États-Unis à utiliser leur puissance financière dans un système international où les alternatives chinoises et autres deviennent progressivement plus importantes. Si on parle que sur le terrain maintenant, la confrontation se concentre désormais largement autour du détroit d'Ormuz. Les discussions entre l'Iran et Oman sur la création d'un corridor maritime temporaire peuvent-elles constituer un premier pas vers une désescalade? Il y a ici un paradoxe particulièrement intéressant. Le détroit qui concentre aujourd'hui le risque d'escalade pourrait devenir précisément le premier espace concret de désescalade. Et les développements récents sont importants à cet égard. L'Iran et Oman ont avancé vers un cadre progressif comprenant un corridor maritime temporaire, des opérations de déminage, l'échange d'informations et la gestion du trafic, tandis que les discussions doivent se poursuivre sur un dispositif permanent. Et cela change beaucoup la nature de la diplomatie actuelle, parce qu'on ne demande plus simplement à Washington et à Téhéran de régler immédiatement toutes leurs divergences. Le nucléaire, les sanctions, les questions militaires et la sécurité régionale. On commence par quelque chose de beaucoup plus concret. Comment empêcher que le détroit d'Ormuz reste durablement un espace de confrontation? Et c'est précisément là que le rôle d'Oman devient stratégique. Un corridor temporaire peut sembler être une mesure technique, mais dans une crise aussi dangereuse, permettre aux navires de circuler à nouveau signifie réintroduire des règles, des procédures et des mécanismes de communication. La diplomatie commence souvent par des arrangements techniques avant de devenir politique. Mais attention, il ne faut pas confondre corridor temporaire et réouverture définitive. Téhéran continue de lier la réouverture complète du détroit à la mise en œuvre d'engagements américains. Cela montre que la question de la navigation est désormais directement connectée au dossier des sanctions et à l'ensemble du rapport de force. Donc oui, je vois cette évolution comme un premier signal concret de désescalade, mais pas encore comme un règlement. Et il y a une autre dimension importante. Ormuz n'est pas simplement un dossier militaire. C'est devenu une véritable arme géoéconomique. L'Iran n'a pas nécessairement besoin de fermer complètement le détroit pour exercer une pression sur le marché. Il lui suffit parfois d'augmenter le niveau de risque perçu pour que les assurances, le coût de transport et les décisions des compagnies maritimes commencent à changer. C'est précisément ce qui donne à Ormuz une importance qui dépasse largement sa géographie. Après les déclarations de Donald Trump où il a affirmé que le détroit a été déminé et aussi menace de détruire tout navire iranien qui tenterait d'y poser de nouvelles mines. Est-ce que, après ces déclarations, augmente-t-elle le risque d'un nouvel affrontement militaire? Oui, et le paradoxe est que le langage de dissuasion peut parfois produire exactement le risque qu'il cherche à empêcher. Le message américain est très clair. Washington veut empêcher toute nouvelle tentative de minage du détroit et affirme qu'il y aura une réponse militaire. D'un point de vue militaire, cette position répond à une logique classique de dissuasion.
Mais le problème commence au niveau de l'interprétation. Dans un espace maritime aussi sensible, chaque mouvement peut être considéré comme hostile. Un navire peut être soupçonné de préparer une opération de minage. Une opération de déminage peut être interprétée par Téhéran comme une tentative de contrôle. Une réponse américaine peut alors provoquer une riposte iranienne. À partir de là, le risque n'est plus seulement la volonté de faire la guerre, c'est l'erreur. Et probablement le danger le plus. Les gens peuvent vouloir éviter une guerre générale, tout en prenant des décisions tactiques qui les rapprochent progressivement de cette guerre. Et lorsqu'il est rendu public, il devient également plus difficile pour un gouvernement de reculer par un incident sans donner l'impression d'avoir cédé. C'est pourquoi la communication devient presque aussi importante que la puissance militaire. Il faut des lignes rouges, bien sûr, mais il faut également des mécanismes de déconfliction, des canaux de communication et des procédures permettant de déterminer rapidement si un incident est volontaire ou accidentel. La véritable question n'est donc pas seulement de savoir si le détroit est déminé, c'est de savoir s'il existe suffisamment de mécanismes pour empêcher qu'un nouvel incident autour d'Ormuz ne transforme une crise locale en confrontation militaire directe. Oui. Je vous remercie infiniment, Madame Nihal Chafaï. Je répète que vous êtes chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je vous laisse avec une petite pause et on revient tout de suite.